Pour éviter justement d'enchaîner les interventions, donc entre chaque intervenant, on va quand même prendre 4-5 minutes pour se poser. On ne va pas prendre toutes les questions, enfin, j'espère qu'il y en aura beaucoup des questions, mais voilà, donc avant... Pardon. Là, déjà, s'il y a des questions, on prendra 2-3 questions, n'hésitez pas. Et après, ça sera Betty qui interviendra. Mais cette part importante de l'histoire du syndicalisme, un peu comme dans les stages, hein, il faut à un moment donné qu'on absorbe et que je sais que les gens, ils ont envie de poser des questions, mais c'est toujours le premier à se lancer. Ah, mais je trouve que Stéphane nous a fait un exposé tout à fait réel de la situation, même s'il a dû, c'est clair, synthétiser un petit peu, parce que sinon, s'il se met à parler de toute l'histoire du syndicalisme depuis le départ, et de toutes les divergences qu'il y a eu aussi dans l'histoire du syndicalisme, c'est vrai que c'est une histoire qui est formidable de par sa conception, mais qui est aussi dramatique par certains épisodes. Et c'est clair que nous, à Monaco, depuis notre création, donc le 6 octobre 1944, on n'avait pas la même histoire que celle qui s'est traduite dans les pays voisins, puisque la division syndicale, on la connaît, nous, que depuis 2012, en fait. Alors, il y a eu quelques tentatives avant, mais on a toujours, les camarades présents avant, ont toujours veillé et ont toujours combattu ce fait-là. Mais le syndicalisme de lobbying dont il parle, on en est victime, nous, depuis 2012 à Monaco, et même un petit peu avant, parce que ça avait commencé à l'intérieur de notre organisation. Pour les camarades anciens qui se rappellent, il y avait déjà quelques individus qui tentaient d'apporter ce point de vue de syndicalisme, réformisme, ce syndicalisme de dialogue social, hein, tel que Stéphane le décrit. Et je pense que cela, nous, à Monaco, ça nous a fait réagir, même si certains camarades étaient conscients de ce qui se passait dans le pays voisin. Mais pour vous dire que ce qui a des effets dans le pays voisin, c'est-à-dire en France, a automatiquement des effets ici à Monaco. Et on le voit par les lois qui sont mises en place. Donc voilà, c'est important que Stéphane revienne ce matin sur cette histoire. Mais il est bien notre secrétaire général. Je demande des questions, il me donne des réponses. Question derrière. Non, parce qu'il y a Betty qui va intervenir justement sur cette question-là. Bonjour, Katia, syndicat service à la personne. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez vu des changements dans le syndicalisme depuis que, en fait, il y a pas mal des étrangers qui viennent en France, ou comme on voit à Monaco, il y a environ 70% des salariés à Monaco qui sont pas monégasques. Est-ce que vous avez vu un changement? Parce que je me suis dit, avec les différentes cultures, des langues différentes, ça devient de plus en plus compliqué. En plus, la peur, comme c'est bien dans les médias, en fait, il y a les étrangers qui prennent nos places dans les entreprises, etc. Est-ce que vous avez vu des changements? Pas dans la manière des syndicats de s'organiser ou d'agir. Ça n'a pas forcément, en France en tout cas, d'impact de ce point de vue-là, ne serait-ce que par le fait qu'il n'y a pas cette proportion justement de travailleurs étrangers. Et puis par ailleurs, alors en revanche, ça c'est encore autre chose, mais la syndicalisation des travailleurs étrangers, des travailleurs immigrés, ça a toujours été une difficulté du syndicalisme français. On a du mal, d'une part, à les faire venir, mais parfois aussi à les accepter. Il y a les deux aspects qui s'entrechoquent. Et c'était flagrant d'ailleurs, il y a eu une époque, les années 80, où il y avait les grandes grèves en France dans le secteur de l'automobile, où précisément a émergé, au travers de cette question des travailleurs immigrés, celle du rapport à la pratique religieuse.
Alors là, de ce point de vue-là, le syndicalisme français se veut un syndicalisme intégralement laïque, hein, y compris la CFTC aujourd'hui, Confédération française des travailleurs chrétiens, hein, de même que les autres, est un syndicat qui se dit laïque. Donc, par contre, il me semble que là où les organisations syndicales françaises ont parfois eu quelques soucis, je dirais, à organiser ces ouvriers-là, c'est précisément dans le cadre de leur du rapport à la religion, qui a été longtemps instrumentalisé d'ailleurs, hein, par rapport à l'immigration maghrébine notamment, par le patronat français, hein, dans les années 70-80. Je parle de ça parce que ça fait écho avec la vie politique française du moment. Dans les années 70-80, était préconisé par le gouvernement Giscard, hein, et par les patrons de l'automobile, la pratique religieuse dans les entreprises, hein, où il était officiellement conseillé par un secrétaire d'État de Giscard, ouais, exactement, Stoléru notamment, puis un autre, de favoriser cette pratique religieuse. Précisément pourquoi ? Pour contrecarrer les organisations syndicales. Hein, cette main-d'œuvre a pu être instrumentalisée aussi dans ce cadre-là, hein, et éviter l'implantation syndicale, pensant que, compte tenu des engagements laïques du syndicalisme français, ça serait d'autant plus compliqué d'avoir à organiser une main-d'œuvre à la fois immigrée d'une part et musulmane d'autre part, dans sa pratique religieuse. Et on a d'ailleurs des déclarations des politiques des années 80, notamment de Roux, dont je parlais tout à l'heure, Jean Roux, qui sont absolument violentes, hein, vis-à-vis de ce monde-là. Bon, bref, voilà, c'est plutôt la question du rapport des syndicats français à la main-d'œuvre étrangère, c'est plutôt elle a un impact plutôt dans la manière de l'organiser, hein, plutôt que sur l'organisation syndicale elle-même. Bon, mais voilà, par le fait, comme je le disais au départ, qu'on n'a pas 70% de main-d'œuvre étrangère sur le territoire français. Là, je pense qu'en effet, la problématique n'aurait pas été la même. Merci. Christophe sera la dernière question. Parce que Betty, Pierre, d'être patiente. Je vais essayer d'être rapide alors, Betty. Non, juste revenir sur une notion, Stéphane. Merci déjà pour ton intervention. Toi, parce que c'est une question épineuse, la question du dialogue social. C'est vrai que ça fait toujours débattre au sein de nos différentes instances. Toi, tu estimes vraiment que le dialogue social, c'est la négation de la lutte de classe, ou autrement dit que le dialogue social, c'est finalement offrir au pouvoir dominant la maîtrise du temps? Alors je pense qu'il y a plusieurs dimensions à donner à la réponse. Le dialogue social, c'est d'abord une expression qui ne vient pas du mouvement syndical. C'est une expression étrangère au vocabulaire syndical. Elle a été construite, cette expression-là, dans le cadre d'un projet idéologique à partir des années 50. Alors voilà, ça me permet, cette question, de revenir sur quelque chose dont j'aime bien parler. Parce que ça me semble essentiel pour comprendre justement les fondements de ce dialogue social. Ceux qui, à partir des années 50-60, forgent cette notion et cherchent à l'intégrer au système de relations sociales, ils viennent d'une nébuleuse qui est la suivante: le syndicalisme chrétien, un certain nombre d'intellectuels qui se veulent modernistes. Tout à l'heure, j'en citais un, Pierre Rosanvallon, qui a été l'un des penseurs du recentrage de la CFDT, avant de devenir un historien au Collège de France. Ça vient d'une nébuleuse de hauts fonctionnaires qui s'appuie sur une philosophie d'un philosophe qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a eu une influence assez importante à son époque, qui s'appelait Emmanuel Mounier. Et c'est pas inintéressant de le citer d'ailleurs, ne serait-ce que par rapport au temps présent, parce que Emmanuel Mounier, il a eu comme principal adepte un philosophe qui va prendre sa suite, qui s'est appelé Paul Ricoeur, et ce Paul Ricoeur a eu comme secrétaire Emmanuel Macron. Et donc il y a toute une filiation, qui n'est pas un hasard. Et cet Emmanuel Mounier, il fonde une philosophie qu'il appelle le personnalisme.
Le personnalisme, c'est l'idée selon laquelle, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, il existerait une troisième voie entre le capitalisme et le marxisme. Cette troisième voie, c'est celle qu'il appelle le personnalisme, c'est-à-dire tout rapprocher de la personne humaine. Parce qu'il lui semble que le capitalisme d'un côté et le marxisme de l'autre sont des explications globales, des analyses globales qui tendent à nier en quelque sorte l'individu. Bon. Et donc, il faut tout recentrer autour de l'individu pour dépasser la lutte de classe et pour avoir une société apaisée. Alors ça, il ne le pense pas forcément dans le domaine des relations sociales, mais certains vont s'en emparer dans le domaine des relations sociales et former ce projet d'apaisement des relations sociales en considérant que cet humanisme, cette idée de tout reporter vers le plus petit atome de la société, l'être humain, l'homme, l'individu dans la société, l'entreprise dans le système économique. Donc si on rapproche les syndicats de l'entreprise, ça va leur permettre de s'impliquer dans les enjeux de l'entreprise elle-même et donc peut-être d'abandonner l'idée de lutte de classe parce qu'ils seront plus sensibles, ces syndicats, aux enjeux économiques, aux difficultés que peut rencontrer l'entreprise. Donc peut-être que, parce que l'objet qui est derrière est aussi celui-là, peut-être qu'ils auront moins de revendications, notamment sur les salaires. Parce qu'ils vont s'apercevoir que finalement, voilà, c'est pas la compétitivité, hein, c'est un enjeu prioritaire. Voilà. Et puis de l'autre côté, du côté patronal, hein, l'idée est la suivante: si les patrons eux-mêmes sont enjoints à discuter avec les syndicalistes dans leur entreprise, bah, ils vont finalement s'apercevoir qu'ils n'ont pas tous un couteau entre les dents, que ça peut être tout à fait des gens avec lesquels on peut s'entendre. Voilà. Donc l'idée du dialogue social, elle vient de là. Donc c'est une idée de pacification des relations sociales. Sauf que dans la société française, quand elle se met en place, elle se met en place dans une conjoncture, celle du début des années 80, qui est une conjoncture économique plutôt défavorable, qui est celle de la désyndicalisation, qui commence en 79. Donc on est en plein dans le début du processus de désyndicalisation. Et puis, en vertu de cette idée de dialogue social qu'il faut favoriser, qu'il faut dynamiser, est introduit dans le droit français une notion qui n'existait pas, qui s'appelle l'ordre public dérogatoire. Le système français de relations sociales était fondé sur ce qu'on appelle l'ordre public social, avec la hiérarchie des normes, le principe de faveur, à savoir que, et ça c'était vrai depuis 1936, donc il n'était pas possible de signer dans une entreprise un accord de niveau inférieur à l'accord de branche, et l'accord de branche ne pouvait pas être moins bon que la loi. Voilà. Donc ça s'appelle la hiérarchie des normes, fondée donc sur l'idée juridique d'ordre public social. La loi Auroux du 13 novembre 82, Auroux étant un des concepteurs de l'idée de dialogue social, hein, au travers de clubs politiques dans lesquels on retrouve d'ailleurs toujours les mêmes gens, Jacques Delors, j'en parlais tout à l'heure. Donc pour obliger en quelque sorte syndicats et patronat à dialoguer, que fait Auroux dans sa loi du 13 novembre 82 ? Il introduit l'ordre public dérogatoire, c'est-à-dire la possibilité de signer un accord dont au moins une partie du contenu peut être moins bon ou meilleur, mais aussi moins bon éventuellement que l'accord de niveau supérieur. Voilà. Or, cet ordre public dérogatoire, parce qu'au départ, le CNPF, le patronat français, il est vent debout contre les lois Auroux. Et puis, il va vite s'apercevoir, dans une conjoncture plutôt défavorable au monde du travail, désyndicalisation, déclin du Parti communiste, difficultés économiques, etc. Donc, dans une conjoncture défavorable, il s'aperçoit très vite que le rapport de force, ben, finalement, il est peut-être de son côté. Et que cet ordre public dérogatoire, c'est un peu le ver qui est dans le fruit. Et en effet, c'est ce qui s'est produit. Parce que quand on fait le bilan des accords collectifs qui sont signés en France depuis 30 ou 40 ans, jusqu'à preuve du contraire, on est plutôt dans une dynamique de rétrécissement du périmètre des droits sociaux. Bon. Et en effet, aujourd'hui, tout accord collectif qui est signé, ou quasiment tout accord collectif qui est signé, contient des clauses dérogatoires.
Donc il y a au moins une partie qui est à perte. Et souvent la partie qui est à perte est bien plus importante que les gains qui peuvent être obtenus. Donc c'est la raison pour laquelle ce dialogue social, de mon point de vue, c'est quelque chose qui avait comme pour objet donc de dynamiter un syndicalisme de lutte, qui a eu pour conséquence, au travers de cet ordre public dérogatoire, de produire des normes défavorables au monde du travail, et de déconstruire, au fond, le modèle de syndicalisme français autour duquel s'est construit tout le syndicalisme français. C'est-à-dire de faire imploser le modèle CGT. Parce que même lorsque la CGT est devenue une organisation soumise à une concurrence de plus en plus intense, cette concurrence se positionnait toujours par rapport à son modèle. Y compris la CFDT. Très longtemps, la CFDT se positionnait par rapport à la CGT. Et de la même manière qu'il y a une inversion de la hiérarchie des normes dans le droit social, il y a une inversion de la hiérarchie des normes dans les modèles de syndicalisme. Et on voit qu'aujourd'hui, la CFDT a dépassé dans les mesures de représentativité du secteur privé la CGT. Bon. Donc on voit bien que le contre-modèle, il a pris le pas sur le modèle. Et c'est aussi une des conséquences des processus dits de dialogue social. Parce que forcément, ça a favorisé un syndicalisme plutôt que l'autre. Ça a favorisé des pratiques plutôt que d'autres. Et ça, le résultat. Et ça a par ailleurs siphonné une autre notion associée. Parce que quand on ne dit pas dialogue social, c'est presque devenu un synonyme. On dit démocratie sociale. Oui, sauf qu'aujourd'hui, telle qu'elle est définie, la démocratie sociale, elle est devenue synonyme du dialogue social, alors même que, contrairement au dialogue social, qui n'est pas une notion inventée par le syndicalisme, l'idée de démocratie sociale est une notion portée par le mouvement socialiste, puis par le mouvement syndical, mais avec comme idée, non pas la négociation collective, non pas le dialogue social, mais avec comme idée le pouvoir ouvrier. Dans la conception historique de la notion de démocratie sociale telle qu'elle a été forgée par le mouvement émancipateur français depuis le XIXe siècle, des gens comme Jaurès la reprennent. Jaurès parle de démocratie sociale, Proudhon parle de démocratie sociale, c'est-à-dire les grands penseurs de l'émancipation française utilisent ce terme-là, mais pour eux, il n'a pas le sens de dialogue social. Il a le sens, au contraire, d'une société dans laquelle davantage de droits sont accordés aux travailleurs, dans laquelle davantage de pouvoirs sont accordés à ces organisations, cela jusqu'au programme du CNR, du Conseil national de la résistance au moment de la libération, qui contient un sous-chapitre sur la démocratie économique et sociale. Et ce sous-chapitre, qu'est-ce qu'il comprend? Il ne comprend pas le dialogue social, terme qui d'ailleurs n'existe pas. Il comprend la possibilité pour les ouvriers d'avoir des représentants dans les entreprises qui puissent participer aux prises de décision économiques. Ça comprend l'extension du périmètre des droits sociaux au travers de la sécurité sociale. Ça comprend l'extension du périmètre de la propriété publique au travers des nationalisations. C'est ça la démocratie sociale. Et la notion de dialogue social telle qu'elle a été forgée par ceux qui l'ont conçue a consisté aussi à siphonner le sens de la notion de démocratie sociale pour, au fond, vider le champ syndical de cette conception consistant dans notre pays, en France, consistant à faire précisément du syndicalisme un organe de prise de pouvoir. Or, si on n'est plus capable, et ça j'y insiste souvent, mais si on n'est plus capable dans le champ syndical d'avoir son propre vocabulaire, d'avoir les mots sur lesquels, avec lesquels on peut décrire la société que l'on veut, on est neutralisé. Et une des grandes réussites du modèle libéral, ou néolibéral, ça a été cela d'abord. C'est-à-dire déconstruire les mots qui appartenaient, qui étaient des valeurs constitutives du champ syndical, comme démocratie sociale, et d'introduire dans le vocabulaire syndical des notions qui n'avaient jamais existé dans son vocabulaire. J'en prends quelques-unes: dialogue social, partenaires sociaux, concertation, consultation. Tous ces termes-là, soit n'existaient pas, soit ont été diffusés au cours des années 80 dans le champ des relations sociales à la française. Et il se trouve, ce que je déplore très souvent,
et toujours quand on me le demande, sont devenues des expressions utilisées par le syndicalisme lui-même. Le syndicalisme n'a pas, dans un congrès ou ailleurs, à utiliser l'expression de dialogue social, elle ne lui appartient pas. Elle a été faite contre lui. Qu'il instrumentalise ce dialogue social, pourquoi pas? Un rapport de force peut évidemment, et ça a toujours été comme ça dans l'histoire, peut conduire à une négociation, à un rapport de force qui produise une négociation favorable. Et c'est ce qui s'est longtemps fait. Bon, on signait ce que j'appelle des accords armistices. Là, on revendique le modèle CGT, c'était ça en France. C'était on veut 5% d'augmentation, ben, on va en demander 10. On va faire la grève, et puis on verra bien ce qui se passe. Et si jamais les patrons cèdent, on signe un accord. S'ils ne cèdent pas, on ne signe rien. Et puisqu'on ne signe rien, peut-être qu'on ne gagne rien, mais en tout cas on ne perd rien. Et donc on ne signait pas d'accord dérogatoire. Bon bref, c'est mis en place tout un dispositif comme cela, et qui est passé par l'intégration dans le champ syndical du vocabulaire de l'ordre dominant. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que l'un des impératifs urgents du champ syndical est d'abandonner le vocabulaire qui n'est pas le sien, d'identifier et d'abandonner le vocabulaire que cet ordre dominant économique et politique a voulu qu'il adopte pour en même temps adopter sa vision de la société, et qu'il réinvestisse les notions qui étaient les siennes historiquement, et qu'il reconstitue, je dirais, son propre imaginaire. Mais pour reconstituer son propre imaginaire, il faut avoir la capacité de mettre les mots dessus. Et ça me paraît un point de passage tout à fait essentiel pour ceux qui envisagent, je dirais, de participer à la reconstruction ou la redynamisation d'un mouvement syndical tel que fut celui de la CGT en particulier, et qui a permis pendant plus d'un siècle aux travailleurs français de conquérir des droits sociaux. Merci. Avant de donner la parole à Betty, donc je m'adapte par rapport à la journée. Donc Betty va intervenir. Après, il y aura une petite pause café, où je pense qu'il y en a peut-être des gens qui ont besoin de se parler, de concerter par rapport à poser des questions. Et après, il y aura Jean-Pierre qui interviendra pour la troisième intervention. Et après, on aura, je pense, maturé pour un débat beaucoup plus large. Donc, la pause café, vous la méritez pas, vous êtes trop sage. Mais bon, comme je suis gentil. Voilà, donc je donne la parole à Betty.